Развитие, perspective, exchange, territory, participation, Entwicklung, conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Citoyenne, l'émission mensuelle du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors notre invité d'aujourd'hui est un sociologue, le sociologue Jean-Louis Violo, qui est aussi professeur à l'École d'architecture de Nantes et à Sciences Po Paris. Bonjour Jean-Louis Violo. Bonjour. Philippe Audic nous accompagne, toujours fidèle au poste, le président du Conseil de développement, donc vous intervenez quand vous voulez, comme d'habitude. Bonjour. Alors avec vous, Jean-Louis Violo, nous allons parler de ces objets urbains un peu particuliers que sont les tours. Ça tombe assez bien, hein, puisque la Tour Bretagne, là, qui est tout près d'ici, va fêter en novembre son 40e anniversaire. À quelques années près, c'est à peu près votre âge, hein, Jean-Louis Violo, vous devez tourner autour de 47, autant dire un jeune homme. Quelques mots sur vous quand même pour commencer, vous êtes sociologue, mais pas que. Vous vous intéressez depuis longtemps aux questions d'architecture, et surtout aux architectes eux-mêmes d'ailleurs. Votre thèse de doctorat portait déjà sur les architectes et le mythe de mai 68, et le logement est un de vos thèmes de recherche favoris, mais c'est sans doute pas le seul. Comme d'autres sont un peu critiques d'art, je crois que vous êtes un peu critique d'architecture, d'ailleurs vous tenez la chronique architecture dans la revue Place Publique. Et vous collaborez à d'autres revues d'architecture, mais aussi à des revues généralistes, comme Esprit par exemple. Vous avez écrit de nombreux livres, dont un sur la star de l'architecture, Rem Koolhaas. Alors moi je me souviens surtout de la couverture du livre, ceux qui l'ont eu en main sauront pourquoi, mais aussi sur Jean Nouvel. Vous intéressez aussi beaucoup à Nantes et à son île, où vous venez de publier chez Jocas-Seria, qui est une maison d'édition nantaise dont on ne dira jamais assez de bien, un ouvrage sur la tour Amazonie, récemment construite dans le quartier nantais de Pré-Gaucher. Enfin, on doit dire Euro-Nantes maintenant, c'est plus chic, je pense. Et puis votre actualité, c'est aussi une exposition actuellement sur les architectures habitées de l'île de Nantes, dans laquelle vous visitez à votre manière les dernières constructions réalisées sur l'île de Nantes dans la deuxième partie, c'était la période Smets, on doit dire, pour les connaisseurs du sujet. Alors, il m'arrive de vous rencontrer ici ou là, de vous lire un petit peu de temps en temps. Si je devais résumer rapidement, sans doute un peu grossièrement, vous êtes un intellectuel, au sens classique du terme. Et c'est plutôt un compliment, c'est pas... En tout cas, c'est ma raison sociale. C'est ce qui justifie mon salaire à la fin du mois. C'est votre métier, donc oui. Vous avez une pensée, une recherche, une ouverture, et pour vous lire un peu dans Place Publique et dans d'autres endroits, vous avez un peu d'humour, ce qui manque parfois à certains collègues de votre génération, qui sont sans doute plus rapides sur le prêche que sur l'échange. Et de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, comme d'habitude dans cette émission, ma première question est plutôt personnelle, même peut-être carrément indiscrète. Vous avez un peu de notoriété comme intellectuel, justement. Et avant de venir à Nantes, vous avez enseigné à Paris-Malaquais, qui est quand même une école d'architecture qui compte un peu en France. Et vous vivez dans la région de Saint-Nazaire. Alors, je ne vais pas tomber dans le Saint-Nazaire bashing, je sais que ça s'est beaucoup pratiqué du temps d'Éric et Ramsey, mais quand même, il y a un salut en dehors de Paris pour un intellectuel qui a une certaine notoriété. Le retour à Saint-Nazaire ne signifie pas forcément la chute dans l'oubli, d'une part, et puis d'autre part, lorsqu'on regarde les deux villes, après tout, celle que j'ai fréquentée une moitié de la semaine durant plus de 20 ans, et celle que je fréquentais, la métropole Nantes-Saint-Nazaire, disons, que je fréquentais l'autre moitié de la semaine, il y a 600 000 habitants, un peu plus même, mais disons 600 000 à Nantes. Dans la région urbaine, il y en a 12 millions à Paris. Donc c'est un rapport de 1 à 20 environ. Et objectivement, ça fait 20 ans donc je fréquente les deux lieux alternativement. Il ne se passe pas 20 fois plus de choses à Paris. Malheureusement, parce qu'avec 12 millions d'habitants, il pourrait se passer 20 fois plus de choses, en tout cas pour le domaine qui m'est cher, qui concerne l'architecture, l'urbanisme, les questions urbaines, la ville. Le rapport n'est pas de 1 à 20. Je ne dirais pas qu'il se passe autant de choses à Nantes qu'à Paris, mais après tout, Nantes n'a absolument pas à rougir, et c'est absolument pas de l'ordre de 1 à 20. Le dynamisme d'une scène se juge pas, d'une part, à la masse de population qui la compose, et puis d'autre part à l'image et au mythe
qui se superposent à ces endroits. Je viens en effet de l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts, j'ai fréquenté un moment. Et c'est franchement... Enfin, il y a un petit côté Décati aux Beaux-Arts. C'est un lieu pétri d'histoire, très prestigieux, très beau. D'ailleurs, les grands couturiers ne s'y trompent pas. La Fashion Week qui plante ses décors et puis ses backstage avec son maquillage et tutti quanti. L'Académie remet ses médailles. La Société des Amis de je ne sais quoi, il fait ses pots. Mais c'est pas forcément là que l'avenir se dessine. Je ne pense pas. D'ailleurs, c'est révélateur, l'école des Beaux-Arts est en tête de tous les classements des écoles d'art, mais proportionnellement aux moyens qui lui sont conférés et la position qu'elle occupe, les commentaires en général sont plutôt sur l'ordre de la déception. Donc j'ai bien vu cette école pendant longtemps et elle ne me laisse pas aujourd'hui le sentiment que l'avenir y soit en jeu. En revanche, je fais peut-être paraître le néo-converti. En revanche, l'endroit où se situe l'école d'architecture à Nantes, sur un territoire de projet, un des plus beaux projets urbains, à mon avis, de ces 15 dernières années. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent lutter au diapason. Peut-être Lyon Confluence, dans un autre genre, puis avec des ratés spectaculaires comme le musée des Confluences, justement. Euralil, sans doute. Bordeaux et son rapport au fleuve. Mais à part ces 2 ou 3 autres endroits, l'île de Nantes est remarquable. Et l'école d'architecture y est. Et je trouve que c'est très intéressant d'enseigner à des étudiants en architecture à l'endroit même où se déroule l'avenir de la ville. Et lorsque on est sur la terrasse de l'école d'architecture à Nantes, franchement, on a plus l'impression que la ville est en train de se faire à cet endroit-là que lorsqu'on est au dernier étage du bâtiment Perret sur le site des Beaux-Arts, par exemple. Bon, voilà, c'est une expérience toute personnelle, donc contestable, que je restitue ici, mais non, j'ai pas eu le sentiment de venir ici m'enterrer. Et puis, il y a aussi l'idée que j'ai vieilli à Paris, j'ai grandi à Paris, et puis vieilli à Paris, et que les choses se font aussi entre les deux villes. Je veux dire, j'ai pas aucune acrimonie vis-à-vis de Paris. J'y retourne régulièrement. Les choses iront en s'estompant, c'est sûr. Je ferai moins de choses à Paris que je n'en ai fait. Mais ça prendra certainement quelques années. Très bien. On va faire la transition entre la terrasse de l'école d'architecture et celle de la Tour Bretagne, puisque je l'ai dit, elle a bientôt 40 ans, et c'est l'occasion d'évoquer un peu la question de la hauteur dans la ville. Alors, tous les auditeurs ne sont pas forcément des spécialistes de l'architecture comme vous, et ce serait bien un peu de clarifier les choses. Quand on parle de tour, on parle de quoi? Depuis quand? Pour quel usage? Depuis quand on construit des tours? Depuis la Mésopotamie. Les ziggourats. Oui. Et puis depuis la tour de Babel, qui est quand même l'image qui parcourt l'esprit, l'imaginaire de nombre d'architectes, et puis de passionnés d'architecture. Et en même temps, elle incarne cette sorte de projet utopique, sous bien des aspects, et en même temps que son échec, d'une certaine manière. La tour de Babel. Je ne parlais pas de la tour de Bretagne. La tour de Babel. En même temps, il y a une sorte d'incomplétude. Il y a ce récit dans la Genèse qui dit que les hommes arrêtèrent de construire la tour lorsqu'ils ne parlèrent plus la même langue, alors qu'ils étaient affectés à sa construction, à son érection. Donc il y a cette sorte d'incomplétude, mais il y a aussi l'idée qui est congénitalement liée à la tour du projet. Et faire un projet, c'est presque un moteur vital pour l'homme. En général, quand on ne fait plus de projet, c'est qu'on approche de la mort. Même au quotidien. Faire un projet, c'est un élan vital, nécessaire. Et la tour a longtemps et incarne toujours cette idée du projet, avec ses risques et son caractère faillible. Et c'est ce qui rend aussi l'initiative intéressante. Mais d'une part, donc, c'est cet échec finalement à trouver l'harmonie, mais sans cesse répété à travers le projet de la reconstruire quelque part autrement, mieux, avec un autre programme, avec d'autres moyens, avec d'autres hommes, etc. Donc, en cela, la tour rejoint, mais c'est un constat, un pontosane, en cela, la tour rejoint la notion d'utopie et la notion de projet utopique. Qu'est-ce qui reste comme tour aujourd'hui ancienne ? Très vieille. Très ancienne. La tour Saint-Jacques à Paris, c'est quand même pour moi le plus beau gratte-ciel de Paris.
planté au cœur, enfin c'est un reste en même temps, ce n'est qu'une persistance d'un édifice beaucoup plus vaste. Mais la hauteur qu'atteint cette tour est remarquable, et on la voit, en plus elle est dans le point bas. On la voit dès qu'on monte autour du cœur de Paris, on a cet édifice médiéval finalement qui est de grande hauteur, qui est tout à fait marquant. Mais la tour, c'est uniquement une question de hauteur ou d'élan, parce qu'une cathédrale, c'est aussi un élan. Très juste. C'est pas qu'une question de nombre de mètres, en effet. Et ce qui est, à mon sens, remarquable, si on en revient au cas nantais, aux édifices du Pré-Gaucher, c'est qu'ils sont des tours. Ils assument, ces tours sont vraiment des tours et elles assument le fait d'en être. Elles ne sont pas comme, alors ça c'est un autre défaut des opérations d'urbanisme, ces plots, ces émergences qui voudraient être des tours mais qui n'assument pas tout à fait leur statut et leur élancement. Tandis que quand on regarde les tours du Pré-Gaucher, je pense à la tour de Barré-Lambeau pour Vinci, Nouvelle Vague, je pense à la tour qui va être livrée à Monique et Masson, qui est une grosse résidence mixte, en face de la gare. Je pense aussi à celle d'ALTA, de Maxime de Trionnaire et Gwenaëlle Le Chaplin, Amazonie. Celle-ci, particulièrement, elle est maigre, elle est élancée, elle a un vrai profil de tour et elle s'assume en tant que telle. Celle de Béranger et Vincent aussi. Et ça, c'est remarquable. C'est remarquable qu'à Nantes, on n'ait pas eu peur d'incarner l'élan et la montée vers la hauteur. Alors que bien souvent, on les aplatit, on les affadit, on les socle, on les fait passer sous une toise, on les épaissit. D'une certaine manière, on enlève ce côté qui n'est pas allé sans susciter des polémiques, mais on arrase ce côté d'élancement. Alors que sur le Pré-Gaucher à Nantes, il est remarquable que ce soit des vraies tours. Même si la plupart, même toutes, sont sous le plafond des IGH, des immeubles de grande hauteur. Oui, qui tourne autour entre 16 et 18 étages, non ? Oui, cinquantaine de mètres, un peu plus, cinquantaine de mètres. Et qui est en fait un plafond administratif qui oblige une toute autre configuration. C'est-à-dire, ce plafond oblige des évacuations beaucoup plus importantes, des portes coupe-feu partout, et puis presque une équipe de pompiers à domicile, parfois même un réservoir d'eau, une piscine en haut. C'est le cas d'Atom au sommet. Donc ce règlement-là est une sorte de paravent à un certain plafond, mais ça c'est pas un règlement d'ordre sensible, c'est vraiment un règlement d'ordre administratif. Que là, on parle de tours de logement et on est arrivé déjà à l'époque contemporaine, mais dans l'histoire, on a fait quoi dans les tours finalement ? Ils ont eu quoi comme fonction au fil du temps ? On peut parler de défense, on peut parler... Oui, déjà le fait marquant, c'est San Gimignano, à la fin du Moyen-Âge, où pour la première fois, au début de la Renaissance, où on construit des tours qui ne sont pas de défense. Et là, on revient aux premières tours de l'Antiquité. Et puis ensuite, il y a eu les premières tours de logement au Yémen, au XVIe siècle. Bon, Yémen qui est un pays en proie aujourd'hui aux guerres civiles que l'on sait. Et puis ce modèle-là s'est progressivement répandu dans les pays industrialisés au XIXe et surtout au XXe siècle, jusqu'à devenir le symbole de la modernité qu'on connaît à New York. La ville debout, comme disait Le Corbusier. Et avec des symboles différents selon les pays. Que chez nous, la tour est plutôt un symbole de logements sociaux. Et aux États-Unis, c'est plutôt un symbole d'habiter à Manhattan dans une tour. C'est plutôt une marque de richesse. Ici, habiter dans une tour, c'est pas tout à fait le cas. À ma connaissance, alors sans doute, il y a des exceptions, je le sais. La France est le seul pays à avoir massivement produit des tours de logements sociaux. Ce qui est une hérésie en tant que tel. Je veux dire, même dans les systèmes socialistes soviétiques, où on a exporté nos procédés de préfabrication, le procédé Camus, célèbre, on n'a pas construit vraiment des tours, on a construit des Plattenbau, comme en RDA, c'est-à-dire des grandes barres de logement. En France, on a édifié des tours de logements sociaux, ce qui est un non-sens, parce que la tour implique une perte d'espace, beaucoup d'espace de circulation, beaucoup de couloirs, et donc beaucoup d'entretien. Il suffit d'avoir affaire à son syndic d'immeuble pour savoir que ça coûte cher, forcément. Donc loger des populations aux revenus modestes, il me semble que le logement social leur soit en premier lieu destiné, loger des gens aux revenus modestes dans des tours, c'est un non-sens.
C'est un non-sens, sauf à aller au-devant de graves problèmes de vétusté d'entretien, ce qu'on a vu arriver 30 ans, 40 ans après. Donc la France, oui, a eu vraiment un drôle de modèle en ayant l'idée de loger en hauteur les populations les plus modestes, qui pouvaient avoir son côté généreux, mais dès lors que l'État n'a plus, la puissance publique du moins, n'a plus su assumer cet entretien, nous sommes allés au-devant de grands désagréments. Et l'architecture des tours, comment elle évolue au fil du temps? Parce que je lisais il n'y a pas très longtemps, il y a un projet de tour en bois à Saint-Herblain. On voit apparaître les tours en bois. Oui, ça c'est très surprenant. C'est un phénomène d'actualité de ces derniers temps. Et on peut se demander d'ailleurs, mais enfin, pourquoi diable faire une tour en bois? C'est saugrenu, quoi. Pour parler trivialement, c'est crétin. Je veux dire, le bois n'est pas fait pour accueillir des grandes hauteurs. Les structures en bois, d'abord, elles seront doublées de béton. Et le bois a tout un tas de vertus, sauf celui de pouvoir monter très haut. Et c'est l'acier qui a permis aux États-Unis l'érection des gratte-ciels new-yorkais. Et en France, le béton, dont on a été peut-être encore longtemps les champions. Mais le bois, c'est quand même... Enfin, je veux dire, faire une tour en bois, je ne suis pas architecte, je suis sociologue et je travaille chez les architectes depuis 25 ans. Mais faire une tour en bois, bon, ça tombe pas sous le sens a priori. Et il se trouve que ce sont des questions d'image. Et lorsqu'on lit les articles qui sont consacrés à ce sujet, je lisais récemment sur un site d'information qui s'appelle Bâti Actu, le promoteur de ces opérations qui disait « Ah bah oui, peut-être que grâce à ça, on va pouvoir attirer les grands noms de l'architecture qui vont enfin s'intéresser à la construction en bois. » Donc il y a toujours, voilà, au-delà de la fonctionnalité, il y a toujours quelque chose en plus dans la tour. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante quand on la regarde comme un sociologue, parce qu'elle dit beaucoup plus qu'elle-même. Elle dit quelque chose de son temps, des hommes qui l'ont pensé, et des grandes équations d'époque qu'il a vu naître. Avant de parler de la Tour Bretagne, on va prendre une première pause. Floating by, there's no time for a hurry. No, there is no chance. It's just a man-made invention. Days for days for sharks are creeping over, trickling from the deep, and hills are laying coma and melt into the sea. Drop out of awareness, like we all dropping out of awareness, trying to keep going for the carrier. Chasing down the tracks. Oh mama, can this finally be the end? Dazed and confused at this hell of a place again. No matter what they say, it's just a long dumb run to make it work out at least someday.
Fréquence citoyenne. Vous êtes toujours sur l'émission du Conseil de développement. Nous sommes avec Jean-Louis Violot. Nous parlons de la hauteur dans les villes et particulièrement de la question des tours. Alors on a un peu regardé comment les tours avaient émergé dans le passé. On va s'intéresser plus particulièrement maintenant à celle de Nantes, à la tour Bretagne, enfin celle dont on parle essentiellement, puisque comme vous l'avez dit précédemment, il y a aujourd'hui un certain nombre d'autres tours qui émergent sur le territoire de la métropole. Donc peut-être dire en quelques mots comment est née cette tour dans les années 70, pour ce que vous en avez connaissance. Le paradoxe, c'est qu'elle émerge au moment où on la rejette intellectuellement. Elle a été pensée, mais c'est le lot de nombreux projets d'architecture, malheureusement, à qui il arrive d'arriver à contretemps. Et pour le cas de la tour Bretagne, c'est manifeste. C'est typiquement un édifice pensé dans les années 60 qui émerge en 1976. Elle émerge l'année où Montaillou, village occitan, est un succès. Elle émerge l'année où les nouveaux philosophes font irruption sur la scène intellectuelle française. Mais vous dites très bien tout ça dans Place Publique, mais allez-y. Oui. Et elle arrive au moment où la France se retourne. C'est-à-dire que le modèle américain de développement est remis en question par une génération qui arrive au pouvoir. Dans différentes strates de la société, aussi bien politique qu'intellectuelle qu'économique. Et cette génération, qu'on peut qualifier grossièrement parce qu'elle est extensible dans ses frontières, c'est une génération 68, des années 68. Je dirais pas qu'elle n'aime pas la ville, mais elle n'aime pas son côté aliénant, elle n'aime pas son côté fonctionnaliste, elle va proposer d'autres modèles et elle va elle-même suivre d'autres chemins. Elle va suivre... C'est ce que vous appelez la génération poutre apparente. Voilà, elle va suivre le chemin d'un retour à l'authenticité, parce qu'elle présume être l'authenticité à l'époque, les poutres apparentes, qui sont souvent reconstruites. Je voyais un beau portrait de Jean Ferrat avant-hier et de sa bergerie à Entraigues. C'était typique à l'intérieur d'un 68 art. Et l'itinéraire d'un 68 art, aux frontières larges, parce que Jean Ferrat était plus âgé que bien des 68 arts et plutôt communiste que gauchiste. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de Jean Ferrat, mais son intérieur était représentatif de cet horizon de souhait de cette génération. Donc elle va faire un retour à l'authenticité et puis elle va quitter la ville aussi pour une bonne part. La plupart des pionniers de Sautron, Saint-Étienne-de-Montluc, la Chapelle-sur-Erdre sont des gens de la génération 68 et qui vont quitter le caractère exigu des logements du centre-ville et puis choisir plutôt la vie à l'horizontale qu'à la verticale. Donc la tour Bretagne, c'est un véritable acte manqué. Et elle arrive aussi au moment où, économiquement, c'est la crise. Mais bon, la crise, c'est compliqué parce que je pense qu'on est presque tous des enfants de la crise. Moi, j'ai toujours appris, depuis mes premiers pas à l'école, que nous vivions sous la crise. Et normalement, quand on a une crise, on guérit. Si on a une grippe et de la fièvre, on guérit, sinon on meurt. Et ça fait donc presque un demi-siècle que nous vivons sous les auspices de la crise et nous ne sommes pas morts. Donc il s'agit sans doute d'un autre régime de vie en société. Mais cette nouvelle équation de vie en société ne correspondait pas au modèle de la tour. Et donc, on l'a bien vu, les plateaux de bureaux sont longtemps restés vides et on peinait à trouver des occupants. Donc, elle arrive à contretemps, aussi bien culturellement qu'économiquement. Et vous nous avez expliqué que faire une tour, c'est quelque part réaliser un projet, avoir un projet. C'était quoi le projet des initiateurs de cette tour ? Puisque là, vous avez parlé de ceux qui l'ont rejetée. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière dans cette ville de Nantes dans les années 60 et qui a conduit à imaginer cette tour ? Ils sont décédés, les décideurs de l'époque. C'est vrai que c'est le fantôme d'André Maurice qu'il faudrait convier autour de cette table, de ces élites nantaises de l'époque. Et la tour, on peut la lier assez facilement à la partie est de l'île de Nantes, à la ZAC Beaulieu, qu'on appelle Beaulieu. D'ailleurs, il y a des photos dans le numéro de Place Publique où on voit bien cette cohérence. Et il y avait une vraie cohérence dans ce schéma d'urbanisme lorsqu'il a été pensé. Mais cette cohérence s'est révélée plus de son temps lorsqu'elle a vraiment pris corps.
Et il y avait une vraie cohérence avec les radiales automobiles, l'habitat collectif, l'air, la lumière, la verdure, et au milieu, une tour de bureau qui serait le centre névralgique de la ville. Et en même temps, c'est une tour, parce que vous parlez d'habitat collectif, mais cette tour, elle avait, dans le projet initial, elle était mixte. C'était pas seulement du bureau. Et vient derrière une question, puisqu'elle a fini par être une tour de bureau, qui est celle de l'espace perdu, comme vous l'avez dit. Vous le dites très bien dans l'article de Place Publique, la tour, c'est 30 à 40% d'espace perdu. Or, quand on fait du bureau, on peut penser que derrière, il y a un peu de rationalité. Donc, qu'est-ce qui justifie une tour de bureau plus qu'une tour de logement, peut-être? Ça aurait été la mixité avec le commerce, et malheureusement, la Tour Bretagne, c'est comme de nombreux projets architecturaux, un projet inachevé, puisqu'il y a ce fameux socle qui devait à la fois mettre en scène le parking et rattraper les niveaux qui sont importants à cet endroit dans la ville, et puis offrir des espaces au commerce qui n'ont pas trouvé place. Donc oui, il y a ce caractère inachevé. En revanche, la programmation, il faut dire que c'était pas l'air du temps de l'époque de programmer une mixité de bureaux et de logements. Et ça n'a jamais été envisagé. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus fréquemment, et ça permet de faire en sorte que les lumières ne soient pas toutes éteintes à 20 heures. Et que l'animation puisse y traverser, pas les 24 heures, mais disons les 20 heures d'une journée. Et la Tour Bretagne a certainement pâti de ce modèle un peu unijambiste de programmation. Et puis, en même temps, ce qu'on oublie, c'est que elle s'installe sur un endroit particulier, un ancien îlot insalubre, le quartier du Marchix. Et c'est le cas de nombreux édifices de grande hauteur prévus dans ces années-là. On pensait, à juste titre, valoriser un périmètre en y implantant un grand édifice, puisque le foncier, c'est avant tout une création de l'homme, hein, contrairement à ce qu'on pense. À ce que dit le notaire, qui nous dit qu'on a jusqu'au noyau de l'écorce terrestre la possession d'un lopin de terre. Le foncier, c'est avant tout une production de l'homme. Et là, on pensait créer de la richesse. Et le problème de la Tour Bretagne, c'est qu'elle est restée toute seule. Et quand on regarde les situations de tours en France et dans le monde, il y a souvent des bouquets de tours qui justifient des infrastructures spécifiques, des nœuds de transport en commun, et qui n'ont pas été vraiment formalisés à cette échelle-là, puisque la tour est restée seule. Mais c'est le cas aussi de la tour Montparnasse. C'est le cas aussi de la Part-Dieu à Lyon, qui sont des tours qui sont nées précisément à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où on allait arrêter de faire des tours, et où on allait commencer à les détester, et où en plus haut lieu, notre président de la République de l'époque parlait d'un environnement à la française. Et mettait sur le devant de la scène un retour au néoclassicisme, avec notamment l'apport de Ricardo Bofill. Et l'architecture vert fumé et géométrique des tours qui sont érigées à ce moment-là, entre en contradiction directe avec cette ère du temps. Relayé à gauche comme à droite, hein, on voit très bien que les découpages idéologiques sont beaucoup plus subtils. Et quelle appréciation esthétique vous portez sur cette tour? Parce que la génération poudre apparente, là, comme vous l'appelez, a toujours dit cette tour n'est pas belle, cette tour est affreuse, il faut la démolir. Il y a quand même des gens qui occupent des postes importants aujourd'hui à Nantes, ont longtemps parlé de sa démolition. Oui, mais alors imaginons un instant le panorama de Nantes sans. Et moi, je suis né quasiment avec cette tour. Et quand je venais enfant à Nantes depuis la Vendée, la première chose que je voyais de Nantes, c'était cette tour. Quand on arrive de l'Est, Saint-Marc-du-Désert ou par l'autoroute de Paris, la première chose qu'on voit de Nantes, c'est cette tour. Quand on arrive de l'Ouest par la route de la Baule et qu'on plonge sur les Dermalières, la première chose qu'on a en ligne de mire, c'est la tour Bretagne. De partout. Imaginons la silhouette urbaine de Nantes sans cette tour. Au bout de 40 ans, franchement, j'aimerais bien un petit référendum sur les outils numériques pour voir, en collant les deux photos, une photo Photoshop sans la tour et une photo avec la tour, et voir quels seraient les suffrages en faveur d'une image ou de l'autre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ces façades sont austères, et en plus, elle est née à un moment donné où l'architecture française n'était pas la plus brillante, c'est-à-dire c'était plutôt sa période vert fumé. Et ça, c'est une époque qui n'a pas laissé de très grands souvenirs. Vous n'aimez pas le verre fumé, apparemment. Disons que c'est assez monotone, et ces façades en attestent, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'une tour, ce sont aussi des balcons, des prolongements, des variations sur la silhouette.
Bon, la tour Bretagne, elle est assez rébarbative. Il faut quand même le concéder. Et puis, son couronnement est carrément raté. Je veux dire, l'intérêt d'une tour, c'est quand même son sommet. Souvent. Et c'est un enjeu. C'est un véritable enjeu de composition et de dessin pour l'architecte. Là, on a l'impression d'un sommet technique, en fait, qui est venu comme un... Comment dirais-je, comme la queue du projet, et pas son point central. Son phare. Ouais. Et à quoi ça sert de construire une tour si on rate le sommet? Oui, là, à Nantes, on a eu l'impression que tous ceux qui avaient une antenne à déposer allaient la déposer en haut de la tour. Ce qui fait qu'il y en a comme ça un grand paquet. Mais en même temps, ce sommet, il a retrouvé un intérêt depuis l'ouverture du nid. Le bar qui est installé au 32e étage. Et on a vu finalement les Nantais se réapproprier cette tour. Et vous le dites là aussi dans l'article de Place Publique, c'est que les jeunes générations, finalement, cette tour, ils n'ont pas d'a priori contre cette tour. En tout cas, c'est pas leur sujet. Oui, on peut dire ce qu'on veut de Jean Blaise, aimer ou ne pas aimer le genre du personnage et l'influence très grande qu'il a pu avoir sur nos vies de Nantais depuis 25 ans. Il n'en reste pas moins qu'il a quand même eu du flair, ce garçon. Le premier à nous avoir emmenés sur l'île de Nantes dans la fabrique à glace, si je me souviens bien, j'étais encore jeune, c'était lui. Et le premier à vraiment avoir fait ressurgir l'idée du panorama et de la vue en hauteur, c'était lui. Avant même la constitution du nid, il avait ouvert la tour à 2 ou 3 occasions, le sommet. Ouais. Et avec le nid, en effet, c'est un vrai succès. Enfin, le deuxième monument le plus visité de Nantes, c'est quand même extraordinaire. Mais à chaque fois qu'on monte dans les étages de la tour, on est saisi, c'est fantastique. Elle offre des panoramas la vue est extraordinaire. Inouïs. Et comme elle est seule, elle est forcément exceptionnelle. Donc je pense que s'il y avait, si on va traîner un peu sur Facebook, Instagram ou YouTube, on voit pas de posts vengeurs et assassins contre la tour Bretagne. C'est pas l'enjeu. Je pense que c'est je dirais cette lutte dont vous parlez, Gabriel, des gens qui ont longtemps rêvé la détruire. C'est une lutte du passé. Jean Blaise en a fait un petit peu partie, à une époque aussi. Après, il y a des révisions. Mais c'est ce qui montre peut-être le sens stratégique du bonhomme. C'est qu'il a compris que les choses étaient en train de... Cette tour de 40 ans, donc construite à une époque où on ne se préoccupait pas ni de questions énergétiques, ni d'environnement, elle a quoi comme avenir aujourd'hui ? Le problème, c'est en effet des tours aussi, c'est leur vieillissement. Et ça, c'est un vieillissement souvent accéléré. Et en tant qu'usager de la tour Bretagne, d'ailleurs, vous avez fait un très bel article à ce sujet. Elle est souvent en chantier, cette tour, n'est-ce pas ? De manière permanente. Voilà. Donc la principale hypothèque, elle n'est pas tant d'ordre sociologique ou culturel que technique. Et encore, je ne pense pas qu'il y ait trop d'amiante dans la tour. Elle a été désamiantée. Elle continue de l'être de temps en temps. D'ailleurs, c'est il y a toujours un petit serpent assez mystérieux. Ouais. Oui. Mais bon, on s'aperçoit que Montparnasse, elle est très amiantée, la tour. Il y a un chantier de désamiantage depuis maintenant des années. Mais cet été, on a lancé un concours, et un vrai concours international, pour la remodeler, et pour travailler notamment son couronnement. C'est vrai qu'il est particulièrement raté. Donc, le point de vue technique, et même un matériau nocif et reconnu comme tel, comme l'amiante, ne sont pas l'hypothèque définitive pour, je dirais, engager la démolition d'un bâtiment. Ce qui compte à Paris pour la tour Montparnasse, c'est les mètres carrés de plateaux de bureaux en plein cœur de Paris. Comment on pourrait les retrouver aujourd'hui, avec les règlements urbains, avec aussi les conflits d'association que pose tout permis de construire d'une nouvelle tour. On le voit avec la tour Triangle, à Paris par exemple. Comment dirais-je, il n'y a pas d'équivalent. Et c'est pareil pour la tour Bretagne. Comment on pourrait trouver la même surface de plateau en plein cœur de Nantes si on détruisait la tour Bretagne. Donc il y a cette raison qui est une raison d'ordre économique et financière. Et puis je pense qu'il y a aussi, j'y reviens, une raison culturelle, sentimentale. La silhouette de Nantes sans la tour Bretagne. Voilà, je pense que Julien Gracq avait une extrême sensibilité, une grande intelligence et une écriture magnifique lorsqu'il a
évoqué la Tour Bretagne. Et le pieu. Le pieu de Dracula enfoncé dans le cœur de la ville. Mais c'était un homme d'une autre époque lorsqu'il a écrit ça. Et donc après, je dirais les strates sociologiques qui s'empilent dans la perception d'un monument font que autant la vision de Julien Gracq est très juste pour un homme de son âge, autant elle évolue et assez rapidement, en maintenant une trentaine d'années, expliquant même les revirements de certains dans leur perception personnelle de l'édifice. On voit bien à travers les tours d'ailleurs comment les perceptions sont construites et comment il n'y a pas d'objectivité dans l'amour qu'on porte à un bâtiment. Mais est-ce que la Tour Bretagne, il n'y a pas une question aussi d'usage et d'occupant? Parce que je vais encore citer Jean Blaise dans sa période anti-tour, il avait dit tous les gens qui sont à l'intérieur de la tour, en fait, sont des gens qui pourraient être ailleurs. Puisqu'en fait, ce sont des administrations. Est-ce que le projet d'avenir de cette tour serait éventuellement de changer de fonction? Oui, mais là, on en revient à l'idée de la tour. Je veux dire, n'importe quel architecte sait que des gros blocs de 11-12 étages, juxtaposés de manière assez dense, sont imbattables en termes de densité et de mètres carrés de plancher offert. Là, ça ne sert à rien de construire des tours si on veut avoir le plus de mètres carrés de plancher possible. Parce que les tours nécessitent beaucoup d'espace à leurs pieds et énormément de réseaux qu'on cache malheureusement souvent dans une dalle. Mais la tour, de toute façon, n'est pas la recordman en termes de densité et de mètres carrés offerts. Donc partons de là. C'est pas sont ni des raisons techniques ni des raisons de densité qui poussent à ériger des tours, mais des raisons symboliques. C'est vraiment, je pense, la principale clé d'explication du futur d'une tour et de son, comment dirais-je, de la capacité qu'elle a à franchir les décennies et les années. Regardez ce qui s'est passé pour le tripode. Après tout, on l'a détruit. Mais pourquoi on l'a détruit ? On l'a détruit justement pour des questions d'amiante, mais... Ben oui, mais l'amiante, on aurait pu la traiter. Sur cette interrogation, nous allons prendre une pause musicale.
Fréquence citoyenne. Nous sommes toujours avec Jean-Louis Violot. Après avoir évoqué la question de la Tour Bretagne particulièrement, on va revenir sur des débats un peu plus généraux. Pourquoi est-ce que tout d'un coup la hauteur reprend de l'intérêt dans l'aménagement des villes ? Il y a quand même, je pense qu'elle a jamais tout à fait perdu pied, parce qu'il y a quand même énormément d'œuvres de fiction qui ont joué de ce phénomène de la hauteur. Et puis les architectes eux-mêmes n'ont jamais, n'ont jamais laissé ce fantasme. Souvent, la tour, il s'agit d'une compétition phallique aussi. C'est celui qui, etc. Il y a ce fameux bal de 31, on voit les architectes qui dansent sur les décombres de la crise de 29 à New York, chapeautés de leur gratte-ciel, du sommet de leur gratte-ciel favori. Une photo dans la place publique. Oui, ça fait partie des légendes de la profession. Et moi, il m'arrive bien souvent des corrections de projets, de fin d'études, des jurys où je suis avec des architectes et il y a un projet de tour, par exemple, et je vois mes collègues se pencher dans tous les sens et dire oui, l'horizon est cadré, oui, c'est exactement la bonne hauteur, oui, puis là, on voit bien l'objet se dessiner, etc. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'interrompre l'étudiant ou l'étudiante en lui disant, mais ta tour, si tu rajoutes ou tu enlèves 2 étages, qu'est-ce que ça change ? Et là, il n'y a pas vraiment de réponse. On pourrait m'objecter, oui, c'est une question de programmation, j'ai tant de mètres carrés pour les bureaux, tant pour les logements, et j'ai placé les logements plutôt au mi-temps de la tour, et en haut, et puis au milieu, et au début, les bureaux pour alterner. Non, j'ai jamais ce genre de réponse. Il y a plutôt, non, jamais à mon souvenir, il y a plutôt une mine interdite qui laisse à penser que la hauteur, le jeu avec le paysage sont encore des viatiques essentiels de la composition architecturale. Alors, la tour incarne à merveille, permet à merveille de jouer avec ça. Donc les architectes étant eux-mêmes des zones de proposition, je pense qu'il y a eu aussi un siège continu des politiques, des commanditaires, des maîtres d'ouvrage, des promoteurs, pour ne jamais perdre de vue l'édifice en hauteur. Ça, c'est quand même un élément d'explication important aussi. Et donc, aujourd'hui, dans les villes, on voit, comme à Nantes, revenir les tours. C'est-à-dire que les politiques ont dépassé, le rejet de la tour. Sauf à Paris, où les tours sont rejetées. Oui, rejetées par des lobbies ou par des associations. Et des riverains. Et en revanche, les édiles politiques, en tout cas ceux qui sont élus, je ne parle pas d'Europe Écologie Les Verts, mais Anne Hidalgo est une farouche partisane de l'érection des tours que Bertrand Delanoë avait souhaité en 2001. Il n'a toujours pas réussi à en construire une. C'est la fameuse tour Triangle. Triangle, ça fait 10 ans maintenant que les premières images d'Herzog et de Meuron sont sorties, mais les tours du haut aussi. Bon, il y a le palais de justice qui sort. Je vois de ma fenêtre à la Fourche, dans la diagonale. Mais il sort parce que si vous avez bien lu un article du Canard enchaîné il y a 15 jours, qui revenait sur le PPP, qui finance sa construction, 2,5 milliards paiera au bout. Et c'est un PPP léonin. Il faut quand même en prendre conscience, parce qu'on héritera collectivement de la tour du palais de justice dans plus de 25 ans, quand il faudra faire les premières grosses rénovations. Et entre-temps, on aura payé 2,5 milliards. Bon, je comprends Christiane Taubira, son idée de la remettre en cause, cette tour du palais de justice. Mais il y a eu justement une pression très forte de Bertrand Delanoë, lui expliquant qu'il y avait un nouveau quartier qui était en train de sortir de terre à Clichy-Batignolles, qui est le vestige d'une des candidatures olympiques de Paris, qui n'avait pas abouti, et que ce nouveau quartier avait absolument besoin d'un monument de prestige pour s'y amarrer et pour exister. D'où on retrouve l'utilité symbolique de la tour. La tour se justifiant par le nouveau quartier de Clichy-Batignolles dans le plaidoyer qu'a livré Bertrand Delanoë auprès de Christiane Taubira, qui finalement, de guerre lasse, a laissé filer l'affaire. Donc voilà, c'est assez contrasté. Alors oui, les édiles politiques sont pour, et on comprend bien les raisons symboliques qui peuvent là encore se rattacher à l'idée de construire en hauteur. Les architectes sont presque indéfectiblement pour. Je trouverai rarement un architecte
farouchement opposé aux tours. J'en ai rencontré un, j'ai enseigné quelques années avec lui. Il avait un discours très construit contre les tours et très intéressant, un architecte de la génération 68. Il y avait notamment cet aphorisme que je trouve très pertinent, en disant en France, le problème c'est que la tour appelle la dalle, c'est-à-dire qu'on cache sous le sol de la tour tout ce qui est contraignant. Et les tours américaines tombent sur le trottoir, en fait. Exactement. Tandis qu'en France, on est obligé de passer par un plat de nouilles au préalable, qui souvent ne sent pas bon, où on a caché tout ce qui était emmerdant, hein, les réseaux, les fluides, les circulations. On a tout caché dessous, dans le plat de nouilles. Mais la Défense, d'ailleurs, c'est un quartier qui va vieillir avec difficulté. On peut le prédire sans grand risque, à cause de son principe même d'érection. Donc, ce collègue disait, la tour appelle la dalle, avait un discours très construit sur les tours. Puis un jour, de carrelage, je lui dis, mais écoute, si on t'en donnait une à construire, mais tu vois, un peu différente, tu ferais la tour que tu as envie de faire autrement, pas la même. On peut se laisser tenter. Donc, je dirais que ça va de pair, je pense, avec la condition d'architecte. Et en plus, la condition d'architecte privilégie la vue énormément dans la conception du projet. Et ça, c'est un avatar. Bon, on n'a pas trouvé vraiment d'alternative. Il y a des gens qui ont essayé. Jacques Ferrier, un architecte qui a gagné le projet pour l'aérogare de Notre-Dame-des-Landes, notamment. Jacques Ferrier a essayé, il y a une dizaine d'années, de penser la ville sensible, c'est-à-dire olfactive, la ville du toucher, la ville des ambiances. Et il a été missionné pour ce faire sur les gares du Grand Paris, pour édicter une sorte de cahier des charges général qui unifierait toutes les gares du réseau du Grand Paris Express. Mais on ne peut pas dire que, excepté ce cas-là, il ait fait école et il ait eu l'occasion lui-même de mettre en pratique cette idée-là sur énormément de projets. On reste soumis, je dirais, à cette peine à imaginer autrement un bâtiment qu'à travers la vue. Et donc la vue, ça implique le surplomb, ça implique la hauteur, ça implique la domination. Quand on voit des plans, des planches de projet, elles sont toujours sous le même angle finalement. Et une partie justement du legs un peu malheureux de l'utopie vient aussi de cette difficulté que l'on a à planifier autrement que par la vue les espaces qu'on va habiter, les espaces du futur. Et la tour, c'est par excellence l'édifice qui profite de ce sens-là, de la vue. Dans le débat urbain d'aujourd'hui, on parle beaucoup de densification urbaine, c'est le leitmotiv. Est-ce que la tour a quelque chose à voir avec ça ? Ou est-ce que finalement on se trompe ? Non, s'il s'agissait de densifier, des gros blocs de 10 à 15 étages, très serrés, sont plus denses. Hein. Tous les calculs de densité qui ont été faits, toutes les simulations le montrent, qu'il y a un bouquet de tours. Et alors beaucoup plus dense qu'une tour isolée, évidemment. Et ça, là-dessus, tous les discours politiques, managériaux, qui ont eu tendance à dire que pour lutter contre l'étalement urbain, il fallait construire des tours, c'est pas très pertinent. Il y a une étude de Vincent Fouchier qui date maintenant de plus de 10 ans, de 15 ans pour la Pure, où il montre très bien les densités respectives d'un grand ensemble, d'un quartier pavillonnaire et d'un quartier de petits immeubles de 4-5 étages denses, qui est imbattable. Enfin, par les deux, le grand ensemble et le quartier pavillonnaire sont moins denses, évidemment. Bon, ensuite, dire qu'on va œuvrer à la juste lutte contre l'étalement urbain en construisant des tours, ce serait presque faire une anti-publicité pour les tours, d'une certaine manière. Oui, d'autant plus que si on ne fait pas de tours de logements sociaux, en fait, pour que les tours fonctionnent, il faut faire des tours de riches copropriétaires. Exactement. En fait. Exactement. Donc c'est une affaire dont c'est pas un bon contre-modèle. C'est pas le contre-modèle à opposer à la problématique, à mon sens, de l'étalement urbain. En revanche, il y a des utopies de l'étalement urbain. Et ça, on l'oublie souvent. Mais il y a des grandes utopies de la diffusion, de la dispersion urbaine. Frank Lloyd Wright, Broadacre City, c'était vraiment son projet. C'était habiter à l'horizontale dans un paysage arboré, la cité-jardin. C'est typiquement une utopie de la diffusion, de la dispersion urbaine. Wright pensait que, à raison d'une acre par famille, on logerait toute la population américaine de son époque. C'est-à-dire, c'était juste après la guerre, où il a formulé ses propositions, la Seconde Guerre mondiale. On logerait toute la population américaine sur un État comme le Texas.
avec tous les services à proximité, une sorte d'occupation raisonnée du territoire. Mais même avant, hein, par exemple, le régime russe, les premières utopies des urbanistes russes, après la révolution léniniste, étaient justement celles des désurbanistes, on les appelait, qui prévoyaient, alors à la soviétique, hein, on fait beaucoup de savon, mais on oublie les rouleaux de PQ. Il prévoyait une sorte d'occupation rationnelle du territoire en lanière, le long de grands axes. Et ces lanières, alternativement, accueilleraient habitat, industrie, services, de manière très réglée. Mais en même temps, c'était une sorte de formidable dévoreur d'espace et qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Mais les premières utopies urbanistiques du régime soviétique étaient celles de l'étalement urbain. Donc dans tous les modèles de société, le modèle social-démocrate avec les cités-jardins, le modèle capitaliste avec Frank Lloyd Wright, le modèle soviétique avec des urbanistes, finalement, ont fécondé des utopies de la dispersion. Et cette question de l'étalement urbain, elle va se reposer sans cesse à nouveau frais, hein, mais c'est peut-être une période, hein, c'est la période développement durable année 2000. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a autant de réticence à penser l'étalement urbain avant de le censurer. Il y a eu une période, hein, il y a une bonne dizaine d'années, disons, entre 2000 et 2010, où il y avait un vrai regard censeur sur l'étalement urbain, qui était sans doute lié à une prise de conscience nécessaire, et qui n'a pas encore fait son chemin, parce qu'il y a encore beaucoup de permis de construire délivrés abusivement dans les communes de la 3e périphérie. Mais quand même, il fallait sans doute en passer par là, pour justement aujourd'hui peut-être se dire, bien voilà, nous sommes étalés, ça y est, on y est, comment penser autrement l'étalement, et pas lutter contre l'étalement urbain. Pourtant, l'expression lutte contre l'étalement urbain, elle est omniprésente dans tous les documents d'urbanisme et tous les débats, on le voit même dans les élections municipales, enfin, se font sur des projets de densification qui seraient imposés par la métropole, etc. Enfin, cette idée-là, elle est quand même très très présente. Oui, mais comme disait Pierre Bourdieu, une société, c'est comme un pétrolier, ça met du temps pour tourner. Donc je pense qu'il a fallu du temps pour que cette prise de conscience émerge. Maintenant, elle a émergé, elle fait partie des documents d'urbanisme, elle ne rencontre pas toujours les suffrages des gens à qui assez peu d'ailleurs. Ils sont destinés. Donc il faudra bien finir par repenser un modèle alternatif. Et donc comme un pétrolier... Et du coup, les tours sont, enfin vous le dites un peu à propos de la tour Amazonie, les tours sont des sortes de maisons superposées finalement. Ça, c'est les propositions les plus pertinentes que l'on puisse voir arriver. C'est-à-dire, il est évident que la maison offre des qualités supérieures sous bien des aspects en termes d'usage aux appartements des immeubles collectifs. Il suffit de simplement s'attacher à la taille moyenne des deux. Hein, moi, c'est depuis 20 ans que je m'y intéresse. J'ai vu la taille moyenne des maisons individuelles augmenter de 50 cm² à 1 m² tous les 2-3 ans, en moyenne. Et celle des appartements des immeubles collectifs baisser tendanciellement. Pas dans les mêmes proportions, parce que sinon on serait vraiment arrivé à rikiki, mais baisser régulièrement. C'est-à-dire qu'on est passé de 68 m² à peu près à 64, 63 m² pour la taille moyenne des appartements livrés en immeubles collectifs. Et pendant ce temps-là, la maison, on est passé de 110, 111 à 115, puis après de 120 m² aujourd'hui. Il n'y a pas photo. Quand vous offrez aux gens le double de surface habitable, leur choix est vite fait. C'est Jean Nouvel qui était bien sociologue ce jour-là et qui a dit une chose très juste. Un beau logement, c'est d'abord un grand logement. Donc, tant que les appartements seront aussi petits en centre-ville, la concurrence, elle se fera forcément en faveur de la maison. Hein, moi, je trouve que l'utopie à venir, c'est un grand T6 en centre-ville avec terrasse. Moi, je prends au prix de la même maison à Saint-Étienne-de-Montluc. Je prends le grand T6 avec terrasse. Donc les tours qui, comme la tour Amazonie, offrent les qualités de la maison, avec un jardin de devant, et même un jardin de derrière dans certains, parce qu'ils ont 2 prolongements distincts, et donc 2 ambiances, 2 orientations, qui offrent des grandes vérandas, qui offrent une surface de prolongement qui est parfois équivalente même à la surface intérieure de certains logements. Il y a des qualités d'usage qui en effet, spontanément, rapprochent l'appartement de la maison et ont un bel avenir devant elle. D'ailleurs, ces logements, ils ont tous été vendus à la livraison, avant la livraison de la tour. Bon, voilà. Non, c'est un échange très très intéressant. J'ai juste une question, puisque les tours de logements sociaux ne marchent pas bien,
Pourquoi est-ce qu'on ne les refait pas pour faire justement du logement pour gens aisés? Je pense autour de Port-Boyer, par exemple. Je m'imagine un duplex sur 2 étages en haut de la tour. C'est un endroit extraordinaire. Et ça, le problème, c'est le promoteur. C'est-à-dire qu'un promoteur privé construit pour vendre. Alors parfois, ça peut être tout à fait contestable parce que si certains promoteurs privés étaient obligés de gérer, disons jusqu'à la décennale, une dizaine d'années leur immeuble, peut-être qu'ils le concevraient différemment pour la vente. Mais en tout cas, un promoteur privé, il promeut pour vendre. Et un promoteur public, il promeut pour garder. Pour lui, c'est l'idée de patrimoine qui compte. Donc, je pense que c'est un projet intéressant, stimulant, et il faudrait, de ce fait-là, modifier pas mal la culture des bailleurs sociaux aussi, pour qu'ils acceptent ce type... Et puis, c'est la question de la mixité aussi. Et en arrière-plan, c'est aussi l'idée de faire habiter des gens plus riches et des gens plus pauvres. Ce qui pose tout un tas de questions. Mixité dans l'autre sens, oui. Oui, ce qui pose tout un tas de questions, c'est très intéressant, et en même temps, est-ce que les riches savent mieux vivre que les pauvres ? Pas toujours. Sur cette interrogation de fond, on va s'arrêter. Merci Jean-Louis Violo, l'heure finalement passe assez vite. On se donne rendez-vous pour les auditeurs de Radio Nantes, donc le 23 novembre à 18h au CCO, on reparlera de la Tour Bretagne et des 40 ans de la Tour, donc avec Jean-Louis Violo ici présent, et puis Éric Varin qui est le directeur du CCO, et puis Franck Savage qui est le directeur de Nantes Métropole Aménagement. Et puis je vous incite à aller voir l'architecture, l'exposition Architecture habitée de l'île de Nantes, dont vous êtes le commissaire. Ça dure encore, je crois, tout le mois de... Jusqu'aux vacances de Noël. Jusqu'aux vacances de Noël, donc. Merci et à bientôt sur Radio Nantes. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Radio Nantes vous a présenté Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet eradionantes.eu.